Salut tout le monde, bienvenue en cette vidéo de fin de semaine, cette revue de marché hebdomadaire. Alors, je suis un petit peu malade, je vous le cache pas, et donc ça va être rapide parce que j'ai même hésité à le faire parce que je suis vraiment pas du tout en forme aujourd'hui. Je suis jamais malade, mais là, enfin quasiment jamais. Là aujourd'hui, ça va pas. Bref, donc vous êtes prévenus. Si vous me trouvez un petit peu bizarre, c'est normal. Alors, on va commencer par comme d'habitude, le Fear and Greed Index. Maintenant, vous avez l'habitude. J'ai mes petites habitudes, hein. Alors, on a rebaissé, hein. Le curseur est descendu encore cette semaine. Ça fait déjà 15 jours de suite que le curseur redescend. Ah, attendez, je vais me sortir mon petit Epic Pen. Je peux pas me passer de mon petit Epic Pen, c'est impossible. Epic Pen, où es-tu, mon ami? Donc, ça fait 15 jours depuis qu'il redescend le Fear and Greed Index, hein. Alors, bon, ça veut dire que c'est normal, hein. Ça fait, écoutez, j'ai commencé les revues de marché il y a à peu près un mois et demi, et c'était pile poil au départ du rallye de fin d'année. J'ai commencé je me souviens parfaitement avoir commencé mes revues de marché hebdomadaires la semaine où on a eu le gros responsive buying sur le SP500 vers les 3500. Et depuis, on a eu un rallye haussier de fin d'année. Et on était vraiment en extrême cupidité sur le Fear and Greed Index. Et là, ça redescend depuis 15 jours. Cette semaine, la redescente s'est confirmée. Et ça s'est confirmé aussi dans l'action des prix. On a eu une semaine baissière, hein. Voilà, les investisseurs redeviennent un tout petit peu moins chauds, mais ça va. Attention, la semaine prochaine promet d'être sportive, on va en parler. Il y a tellement de choses la semaine prochaine qui s'entrechoquent que même moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. On va en reparler. On va en reparler. Donc, ce petit Fear and Greed Index, on voit le SP500, on va y revenir, hein. Donc, comme je vous dis, il est redescendu cette semaine. Il a fait une semaine négative. Le put and call ratio également montre que la peur revient, et le VIX est descendu à neutre. Il était déjà descendu à neutre la semaine dernière, mais il continue ça. En fait, le VIX, ce qui se passe, c'est qu'il a rebondi. Je vais vous montrer ça. Le put call ratio et le VIX, je vais vous le montrer dans ma plateforme Sierra. La nouveau curseur qui est parti du vert au rouge, c'est le Safe Even Demand. C'est la différence sur 20 jours entre le rendement des actions et le rendement des obligations. Ce curseur est passé dans peur, donc ça fait encore un curseur de plus. Et la semaine dernière, on avait vu que le Jug Bond Demand était passé à neutre. Il est toujours à neutre, donc celui-ci n'a pas bougé. Mais ça fait déjà plusieurs curseurs, hein, neutre, peur, neutre, peur. Il y a plus que le Stock Price Race qui est encore en Extreme Grid, mais ça va pas durer très longtemps. Et le Stock Price Strength, en fait, ça, c'est les Net New 52 Week Highs and Low sur le NICE, qui est encore en Extreme Grid. Les autres sont descendus et c'est pour ça que plus ça va aller, plus ça va, on va redescendre encore. Moi, à mon avis, on va repasser à peur. Je suis pas certain. Moi, le rallye de fin d'année, ça fait un mois et demi qu'on y est, et je suis pas certain. Ça y est, c'est bon, hein, c'est acté, hein, c'est fait, c'est trop tard, les gars. On l'a fait, ça fait 4 semaines, 5 semaines qu'on était en plein dedans. Ceux qui attendent le rallye de fin d'année, mais j'ai envie de leur dire, parce que c'est marrant, on en a parlé cette semaine avec des gens, j'ai envie de leur dire, mais mec, c'est fini. L'année, elle est finie, la terminato. Il y a encore la semaine prochaine où il va se passer beaucoup de choses, et après, c'est terminato, hein. Alors peut-être que la semaine prochaine, on va avoir un SP500 qui va remonter plein nord. Je le souhaite pour tous ceux qui sont à l'achat, mais c'est loin d'être une certitude, hein. Très loin d'être une certitude. De toute façon, on va regarder nos graphiques après. On va d'abord finir le petit contexte. Ok, donc Fear and Greed Index, c'est fait.
regardez la semaine qu'on a eue sur le SP500 et le Nasdaq, là, ça c'est un graphique hebdomadaire, vous voyez, le chandelier parle pour lui-même. Hein. Le Nasdaq c'est pareil. Hein. C'est pas une très très jolie semaine. Bon, les volumes sont pas ouf non plus. Hein. On n'a pas fait des volumes de fou, parce que de toute façon c'était une semaine très très calme au niveau du calendrier. Donc, dans mes scénarios de la revue de marché de la semaine dernière, c'était le scénario numéro 1. Hein. Je ne me suis absolument pas trompé et on a fait le scénario numéro 1, c'est-à-dire qu'on a ouvert le dimanche soir. Et moi, ce que j'avais dit, on va se remettre sur le market profile. Mon scénario numéro 1, je me souviens parfaitement. J'avais dit dimanche, on va ouvrir par là. On va pas réussir à reprendre le POC hebdomadaire qui est là. On va drifter sud tranquillement et on va faire du ping-pong entre mes niveaux. Hop, 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 hop. On va aller à la distribution du bas ici. On va légèrement casser et réintégrer et venir mourir à l'intérieur. Bah, c'est ce qui s'est passé. Exactement. Exactement. C'est ce scénario-là qui s'est passé. Donc, j'avais dit, ça sera une semaine pour rien. Et effectivement, c'est un petit peu une semaine pour rien. C'est-à-dire que c'est pas intra-week, mais presque. Hein. Le haut de la semaine est ici, le bas est ici. On a légèrement dépassé les bas de la semaine dernière, mais on est revenu clôturer au niveau de ceci. Donc c'est pas une intra-week, mais presque. Presque. Alors là, on en avait une intra-week. C'est marrant parce que la semaine d'après, on avait légèrement dépassé les hauts pour revenir clôturer à leur niveau. Et là, on a fait l'inverse. On a légèrement dépassé les bas pour revenir clôturer à leur niveau. Ce qui montre vraiment, ça fait tac, tac, l'incertitude des marchés et l'attente. Et qu'est-ce qu'ils attendent, les marchés? Ben, la semaine prochaine, c'est une semaine extrêmement importante pour plusieurs raisons, et notamment le FOMC. Mais pas que. On va en reparler. Pas que. Il n'y a pas que ça. Alors, on va faire un petit tour rapide, regardez. Regardez, c'est vraiment pas joli, hein, ce qui s'est passé. Alors, vendredi, en fait, la semaine a été baissière d'un point de vue technique sur les graphiques, vous avez vu. Hein, on n'a pas réussi dimanche soir à reprendre le POC volume hebdomadaire. On se l'est cogné en pleine face et après, on a drifté sud toute la semaine. C'était un glissement de terrain, en fait. Mais ça a été fortement aidé par le peu de news qu'on avait durant la semaine. On avait deux moments forts, je le disais dans ma revue de marché. Le gros moment fort de la semaine, c'était le PPI, le PPI, le vendredi. Et c'est vraiment là que les marchés ont fini par glisser et ont clôturé tout en bas. Parce que, au vu des résultats du PPI, on va y revenir. Vous voyez, la semaine, là, vous avez la map, c'est la performance de la semaine. Il y a tout est rouge. Hein. Tout est rouge. Il y a très peu de vert. Tous les compartiments les plus importants, notamment les techs, sont rouge vif. Les financières sont rouge vif. D'accord ? Il y a très peu, il y a le healthcare un petit peu vert, un tout petit peu vert. Hein. Là, il y a 2-3 trucs dans healthcare qui est vert un petit peu. Mais c'est tout. Hein. Dans les utilities, il y a un petit peu de vert, mais c'est un compartiment qui est ridicule sur le SP500, les utilities. Et encore, tout n'est pas vert hein, dedans. Bon, voilà. Tout le reste, c'est rouge. L'énergie, la consommation, les communications, les techs, les financières, tout est rouge vif, tout. Mon gars, c'est une catastrophe. Si on regarde regardez ça. Ça, c'est vendredi. Ça en dit long. Hein. Le VIX est tout en haut. Et si on met sur la semaine, ça en dit encore plus long parce que sur la semaine, le VIX est pareil. Que si le VIX est remonté tout en haut sur la performance hebdomadaire, ça en dit long sur le sentiment de marché. C'est que les marchés reprennent un peu peur. Et on va voir pourquoi. Et quand vous regardez en bas, il y a une corrélation entre les obligations et les indices, et ça, va falloir s'y habituer. Ça continue, hein, ça fait déjà plusieurs semaines et ça va continuer. Mais tout est dans le rouge.
Et l'énergie, le pétrole est le bon dernier. Les indices sont ici, au milieu, et juste au-dessus, il y a les obligues. Mais tout est dans le rouge. Tout. Même les currency, hein. Le yen, là, est dans le rouge. L'US dollar, le dollar canadien est dans le rouge. La livre, elle est mitigée. Okay. Mais voilà, tout est dans le rouge, à part deux ou trois petites choses qui sont des matières premières, hein, c'est saisonnier, c'est cyclique, ça n'a rien à voir avec le sentiment de marché. Tout ce qui est jus d'orange, tout ce qui est soja, tout ce qui est tout ça, c'est cyclique. C'est pour des questions saisonnières qui sont dans le vert là-haut. Et puis le VIX, c'est pour des questions de sentiment de marché. Là, par contre, si on a un VIX tout en haut, c'est parce que les marchés cette semaine reprennent un petit peu peur, mes amis. Peur par rapport à l'avenir, par rapport à 2023. La grande question, comment va être 2023? Eh oui, la grande question, c'est clair, c'est une grande question, on est bien d'accord. Ok, alors, on va refaire un tout petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, et après on passera à nos graphiques. Donc, vous voyez, on va se mettre le calendrier de la semaine qui vient de se passer. Il y avait deux ou trois moments forts, hein. Notamment il y avait les discours en début de semaine de Lagarde lundi, et on l'a revoyé le jeudi. D'accord, pour la BCE. Et au niveau États-Unis, il y avait lundi l'indice PMI. Et ensuite, il y avait les inscriptions à l'ADP le jeudi, et le vendredi, le PPI. Et c'était surtout, moi, l'ADP et le PPI qui m'intéressaient, jeudi et vendredi. Il se trouve que jeudi et vendredi, jeudi, ça n'a pas été une journée très intéressante, ni mercredi d'ailleurs. Et vendredi, ça a été très intéressant parce que on s'est fait une session à partir de 14h30 ultra baissière. Et encore, ça aurait pu être pire, hein. Mais en fait, c'est les deux premiers jours, lundi et mardi, où on est retourné tout en bas de la semaine précédente. C'est ce que j'avais prévu. C'est exactement le scénario que j'avais prévu. Vous voyez ici la semaine précédente. On va se retirer le calendrier. Vous voyez ici la semaine précédente, ici, qu'on a ici, avec le POC volume qui est ici. D'accord? Dimanche soir, on a ouvert là, et je vous avais dit, soit on arrive à reprendre le POC volume, et après direction 4150 au nord, soit on n'y arrive pas, on se le cogne, et on drift sud tranquillement, en faisant du ping-pong sur mes niveaux. Et c'est ce qui s'est passé en 2 jours, lundi, mardi. Il n'y a pas eu vraiment de raison particulière, mais voilà, c'est un glissement de terrain, c'est mécanique, c'est par rapport à la structure du terrain, c'est par rapport à la structure du volume profile. On avait un grand creux ici, donc on a glissé dedans. C'est ce que j'appelle moi une pince de crabe, hein, comme ça. Tac, on a glissé dedans et on s'est retrouvé de la distribution du haut à la distribution du bas en 48 heures. Ensuite, on a balancé en bas, d'accord. Et vendredi, alors qu'on avait remonté 50% de la semaine, hein, ici ce sont les 50%, vendredi, alors qu'on était juste sous les 50% de la semaine, le mid de la séance, de la semaine, quoi, à 14h30, suite au PPI, qui était meilleur que prévu, bam, on est redescendu, clôturé tout en bas. D'accord? Donc c'est ce PPI en fin de semaine qui a décidé de la performance hebdomadaire. Parce qu'on aurait très bien pu avoir un PPI et un ADP la veille inverse, et on aurait très bien pu venir clôturer au milieu de la zone de balance, là, ou même revenir tout en haut. Non. À cause du PPI, ou grâce, hein, ça dépend dans quel sens vous êtes, nous avons clôturé tout en bas. Le PPI était meilleur que prévu. Inflation encore inflation. C'est encore un problème d'inflation, d'accord? Ok, bon. Et donc de perspective monétaire, perspective de politique monétaire de la Fed et de ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau du FOMC. Les marchés, comme je vous disais la semaine dernière, ils reviennent sur Terre un petit peu.
Et ils se rendent compte, parce que la semaine dernière, rappelez-vous, on a eu un NFP et un discours de Powell. Les marchés, ils ont entendu un petit peu que ce qu'ils voulaient. Souvenez-vous, notamment pour le discours de Powell, que je crois que c'était le jour où on a tout remonté, on a remonté toute la semaine, parce que les marchés ont voulu entendre que ce qu'ils voulaient bien entendre dans le discours de Powell. Ils ont voulu entendre que le resserrement monétaire, la remontée des taux ralentirait, que ça serait bientôt fini, qu'il y aurait un fait de pivot en 2023. Cependant, les données aussi bien de l'emploi que de l'inflation ne vont pas dans ce sens. Et les économistes, tous les stratégistes et tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent un peu au problème, savent que les données macroéconomiques ne vont pas dans ce sens. D'accord? Et bizarrement, les probabilités qu'on remonte les taux de 0,50 ou de 0,75 la semaine prochaine n'ont pas bougé. C'est étonnant d'ailleurs. Mais on sent quand même une frilosité, une nervosité des marchés à ce niveau-là, à ce sujet. D'accord? Donc ça, c'est le vendredi à 14h30, le PPI, on est descendu des 3989-90 sur le SP500 là, à 3930 ici. Ça fait donc 60 points, ça fait 240 ticks en une heure. Une demi-heure. 240 ticks en une demi-heure. C'est énorme. Après, on a repris, et à l'ouverture 15h30 session cash, on est reparti plein sud. Et on a clôturé tout en bas. La semaine était actée baissière. Baissière, à tendance, on reste quand même dans la même zone que la semaine dernière. Ok. Il n'y a rien de définitif dans cette semaine baissière. C'est juste un coup de semonce. Les marchés préviennent que si ce qu'ils entendent ne leur plaît pas la semaine prochaine, on va continuer à se casser la gueule. Mais ils disent aussi en substance, dans les sous-titres, on n'a pas voulu enfoncer trop le clou, parce que ce que Powell et ce que le FOMC va nous dire la semaine prochaine, entre autres, il n'y a pas que ça, hein, mais entre autres, si ça nous plaît, potentiellement, on va pouvoir remonter et faire une dernière magnifique semaine de fin d'année. Parce qu'après, les autres semaines, ouais, j'y crois plus de trop après. Hein. Pour moi, la dernière semaine vraiment importante, c'est la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, pour en parler justement un petit peu, c'est une catastrophe. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une semaine où il y a un mélange de tout. De tout. Écoutez-moi bien. Hein. D'abord, on a tous les contrats futurs qui roulent la semaine prochaine. Alors, cette semaine, on a les taux Eurex, hein, le Bund, le Bubble, le Schatz qui ont commencé à rouler. Mais là, la semaine prochaine, on a tous les indices boursiers, hein, le SP500, le Nasdaq, le Russell, le Minido, qui commencent à rouler à partir de mardi, et ce, toute la semaine. On a toutes les devises, euro-dollar, dollar, yen, livre, tout, qui commence à rouler à partir de mercredi. On a le pétrole qui commence à rouler à partir de jeudi. D'accord? Donc toute la semaine, c'est une semaine de roulement. En plus de ça, mardi, on a l'IPC à 14h30 et mercredi, on a le FOMC à 20h. Et en plus de tout ça, vendredi, c'est l'OPEX. Alors, je vous raconte pas la semaine sportive qu'on va avoir. Parce que là, on a déjà senti, la semaine dernière, jeudi et vendredi, les indices boursiers, le Nasdaq et le SP500, avaient un comportement, ce que j'appelle un comportement schizophrène. Ils faisaient n'importe quoi, mais en fait, c'est seulement dû à de l'arbitrage. C'est seulement dû au roulement de position des acteurs de marché. C'est pour ça que les indices avaient un comportement dans l'action des prix et dans l'order flow absolument insupportable en fin de semaine, surtout en fin de semaine, jeudi et vendredi, enfin, mercredi, jeudi et vendredi, parce que c'est la semaine de pré-roulement. Mais le vrai roulement commence mardi.
Et moi, je vous conseille, au moins, de surveiller les volumes. Et dès mardi, il y a de fortes chances que moi, dès mardi, je roule sur le prochain contrat. On va passer donc du contrat Hector mange un geste, du contrat Z, le dernier contrat de l'année, décembre, au contrat H, d'accord? C'est le contrat mars, c'est ça, 2023. Sur les indices, sur les devises, sur absolument tout, et même le pétrole. Et lui, c'est sur le contrat, je ne sais plus quoi. Bref, peu importe, vous regarderez. Et il y a le gaz aussi, mais c'est pour la semaine d'après. Donc c'est une semaine ultra importante. En plus, il y a l'OPEX vendredi. C'est le 3e vendredi du mois, donc il y a l'OPEX vendredi, c'est-à-dire l'arrivée à expiration de toutes les options et tout le bordel. Alors ça, voilà. Alors, donc là, on a vraiment plus l'IPC, plus le FOMC, mardi et mercredi. On a une semaine à haut risque. À haut risque. OK? Semé d'embûches, on va dire. Semé d'embûches. L'inflation mardi, extrêmement important parce que le lendemain, c'est le FOMC. Donc, Powell et ses petits camarades attendent ce dernier chiffre de l'IPC avec impatience, exactement comme nous et les marchés. Ils peuvent tout à fait décider de resserrer plutôt de 0,75 au lieu de 0,50 au vu des chiffres de l'IPC mardi. Et là, dès mardi, ça va chahuter, si c'est le cas, hein, sur les marchés. Ça chahutera, si c'est le cas. Et ensuite, ça continuera mercredi, et surtout mercredi soir, au moment du FOMC, si il y a confirmation dans le discours. Alors attendez, on va mettre le calendrier. On va se regarder vite fait le calendrier de la semaine prochaine. Voilà. Donc, voilà, mardi, c'est premier niveau important, 14h30 l'IPC. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on a eu l'IPC, ça a secoué, hein, d'accord? Et le lendemain, on a le FOMC. Donc, c'est deux news qui sont extrêmement liées, d'accord? Si on se rend compte que l'inflation est encore très élevée, eh bien, ça veut dire que la politique monétaire de la Fed n'est pas prête de se terminer, qu'elle n'est pas assez forte, pas assez puissante. On a vu qu'elle avait déjà sur son effet sur le marché du travail qui est en surchauffe, on a vu qu'il était plutôt modéré. On voit à chaque fois qu'on a un IPC que son action sur l'inflation est plutôt modérée. L'inflation ne baisse pas, hein, malgré les remontées de taux. Donc si on continue à se rendre compte de ça et que les marchés continuent à voir que l'inflation monte malgré l'action de la politique monétaire de la Fed, eh ben ça va secouer parce que les marchés vont attendre quelque chose au niveau du communiqué du FOMC le lendemain. D'abord, ils vont attendre quelque chose au niveau de la décision sur les taux. Là, on est reparti sur une probabilité que les taux vont remonter à 0,50, de 0,50. Avant, on était à 0,75 il y a quelques semaines. Là, on est redescendu à 0,50. On pourrait très bien, après l'épicée de mardi, remonter à 0,75 de probabilité. Mais ça serait énorme. Et ça ferait chahuter les marchés, je vous le garantis. Hein. Je vous garantis que ça ferait chahuter les marchés. Alors attention, parce que les marchés, on ne sait jamais comment ils vont réagir, à la hausse, à la baisse, mais en tous les cas, ça va bouger. Et on tradera ce qu'on verra. Hein. On tradera ce qu'on verra. Moi, je ne vais pas me risquer à faire une prédiction boule de cristal sur le sens du mouvement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Surtout que la semaine prochaine, ça roule, les contrats futurs, et qu'il y a l'OPEX. Alors attention. Hein. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que mardi, IPC et mercredi FOMC, c'est lié, et ça va chahuter. Donc attention, ça peut se trader, mais ça peut aussi se regarder les mains assis sur vos mains. C'est comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Par contre, si vous tradez ça, ne le faites pas n'importe comment. Sachez ce que vous faites. Hein. Moi, je vais le trader, parce que je sais ce que je fais. Mais je vais pas le trader n'importe comment. Je serai pas en position au moment des annonces, par exemple. C'est n'importe quoi de faire ça. Ça, c'est de la roulette russe. Ensuite, en fin de semaine, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, alors, attention, parce que moi, je suis très US. Mais en Europe aussi, il y a la BCE.
parce que c'est une semaine de folie, je vous le dis les amis, parce que jeudi, après le FOMC de mercredi aux États-Unis, c'est le tour de la BCE. Bon, leurs politiques sont les mêmes, hein. C'est remonter des taux, inflation et compagnie. Mais voilà, on a jeudi, ça va chahuter les gars, ça va chahuter. Parce que jeudi, après le FOMC, la Fed mercredi et l'IPC mardi, et ben jeudi on a la BCE mon ami. Pareil, hein, ça va, c'est ultra important, hein, parce que BCE et Fed, c'est les deux plus grosses banques centrales du monde, et elles ont les mêmes politiques, et ça va chahuter, ça va chahuter. Bon, après, il y a d'autres petits trucs, hein. C'est pas si petit que ça, hein, mais vu le contexte de la semaine, c'est moins important que d'habitude, quoi. Les ventes au détail, les trucs comme ça, c'est moins important que d'habitude. Le PMI manufacturier, bon, d'habitude, on y prête une grande attention, mais là, avec tout ce qui se passe autrement dans le contexte de la semaine prochaine, il y a beaucoup plus important. Les deux plus grosses banques centrales qui communiquent sur leurs taux et qui communiquent sur leur politique monétaire, à l'orée de la fin d'année et à l'orée de la prochaine 2023, putain, avec l'IPC en début de semaine, l'IPC US en début de semaine, bah moi je vous dis qu'en plus, sur une semaine de roulement et sur une semaine où il y a l'OPEX le vendredi, moi, je vous dis, les gars, on va s'amuser. On va s'amuser. Je ne parle même pas de l'Ukraine et de la Russie, hein, et du pétrole. Hein. Je n'en parle même pas. Je vais me contenter, parce que je vous dis, je suis pas très en forme aujourd'hui, je vais me contenter de ça pour le contexte. Hein. Et puis maintenant, on va regarder nos graphiques. Et le pétrole, très intéressant. Hein. Je dis juste une chose. Moi, je suis à nouveau de temps en temps sur le pétrole. J'ai été trader de pétrole pendant longtemps. J'ai roulé sur les indices, Nasdaq surtout. Et je regarde à nouveau le pétrole. Il ne me plaisait plus. Maintenant, il me replaît à nouveau. Je trouve qu'il a des actions de prix très directionnelles qui me plaisent. Donc, j'aime beaucoup le pétrole. Et le pétrole, c'est pareil, hein, ça va chahuter. Hein. Ça va chahuter en 2023. Clair et net. J'en parle pas, puis c'est aussi par rapport à la guerre Ukraine-Russie, le son du canon, hein, comme on dit. Il y a 2-3 trucs à dire. Poutine a parlé en fin de semaine dernière. Bon, je vais pas en parler maintenant. Je ferai une vidéo sur les perspectives 2023, plus tard dans l'année, peut-être en début d'année. Mais pas maintenant. Là, on va aller directement au graphique, market profile hebdomadaire, et ça sera très bien comme ça, sur le SP500, et ça sera très bien comme ça, pour aujourd'hui. Vous m'excuserez, mais je suis pas assez en forme pour faire plus. Alors, on va résumer un petit peu les marchés. Donc, comme je vous disais, ils ont complètement repensé les commentaires que Powell avait fait la semaine précédente, grâce ou à cause d'un certain nombre de rapports économiques qu'on a eu qui étaient très solides, notamment le PPI dont je vous ai parlé, qui a été beaucoup plus chaud que prévu. Et plus tôt dans la semaine, il y a eu aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a eu l'indice ISM non manufacturier plus fort que prévu également. 56,5% contre 54,4% auparavant. Ça a renforcé l'opinion selon laquelle la Fed est susceptible de maintenir des taux plus élevés. Plus longtemps, ça vous l'avez compris. Donc ça recule l'espoir d'un Fed pivot. Ça a été contrebalancé par une baisse des prix du pétrole et un abandon de la politique zéro Covid en Chine, pour le moment. Les rapports sur l'emploi US, c'est pareil, ils sont chauds, ça nous montre que l'emploi US est fort le mois dernier. Donc tout ça, ça nous a rappelé que le cycle de resserrement de la Fed n'est pas encore prêt de s'arrêter. Il n'a fait aucun progrès significatif. C'est-à-dire ralentir la surchauffe du marché de l'emploi, ralentir l'inflation, tout ça, ça n'a eu aucun effet sur tout ça. Pour l'instant, zéro effet. Donc, la semaine prochaine, ça change la perspective pour les chiffres à venir et la réunion du FOMC à venir. C'est pour ça que je suis très étonné que les probabilités du Fed to watch n'aient pas changé en fait. Je suis assez surpris. On est toujours à 78% de probabilité qu'on remonte les taux de 0,50 points pour la Fed la semaine prochaine. Ça n'a pas changé. Je pensais que... Bon, bref, on verra. Ça va peut-être changer mardi, après le CPI, justement. Il
il y a d'ailleurs de fortes chances que ça change. Enfin, peut-être que ça n'aura pas le temps de changer, peut-être que ça changera mercredi, ou en tous les cas, on verra. Peut-être que ça ne va pas changer, mais en tous les cas, attention. Hein. Donc avant la grosse semaine qu'on va avoir, il faut prendre un petit peu de recul, un petit peu de perspective, parce que la BCE, la Fed et tout ça, qui vont avoir leur réunion et avoir poser des commentaires très importants qu'il va falloir bien suivre, on pourrait s'attendre, en tous les cas en début de semaine, à des prises de bénéfices sur les indices boursiers. Faut être très méfiant. Après, comme d'habitude, c'est très data dépendant, c'est très news dépendant, donc tout va dépendre des commentaires de la Fed et de la BCE pour la suite de la semaine. En début de semaine, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques prises de bénéfices avant mardi et avant mercredi. En tous les cas, sur les indices boursiers. Et sur les obligations, sur le marché obligataire, c'est pareil. Et même au-delà, hein, pour 2023, il y a une réelle inquiétude que la Fed, au niveau de la Fed aux US et au niveau de la BCE en Europe, d'une récession du marché obligataire. On a vu cette semaine, on commence à voir s'inverser, là c'est les courbes des rendements, les yield curves. Alors pour ceux qui connaissent, ceux qui ont fait ma formation et qui connaissent mon setup, le yield universal, ils savent ce que c'est que le yield, ils savent l'anticorrélation qu'il y a entre le yield et les contrats futurs sur oblig. Ils savent que c'est des choses qui se surveillent et ça peut aider à faire de beaux trades. Là vous avez le rendement du Bund, au milieu le rendement de l'OAT et à gauche le rendement des 10 ans italiens. Donc 10 ans allemands, 10 ans français, 10 ans italiens. Vous voyez, toutes les courbes, cette semaine, ont commencé à s'inverser. Les courbes, les rendements, ont commencé à s'inverser. Et il y a une réelle inquiétude qui va dans ce sens, aussi bien en Europe, là c'est le marché obligataire européen que je vous montre, mais aussi aux États-Unis. Là vous avez le 5 ans US, ça c'est pas le yield, hein, ça c'est le contrat à terme, hein, c'est l'obligation en elle-même qui commence à descendre, vous voyez les derniers jours, là. Le 2 ans c'est pareil, il commence à se stabiliser et à descendre un peu. Le 30 ans, c'est pareil, il a commencé vendredi à descendre et à s'inverser. Et le 10 ans, c'est pareil, jeudi et vendredi, il a commencé à descendre et à s'inverser. Ça veut dire que le yield, lui, remonte. Les traders qui tradent les bons, notamment le 10 ans allemand, le Bund, ils sont en train de se couvrir. Vous voyez là la courbe du ratio entre les positions, les options, les calls et par rapport au put, le ratio diminue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de positions pour se couvrir contre une vente, contre une baisse des bons qui sont prises. Il y a beaucoup plus de puts qui sont pris. D'accord ? Donc on sent que les institutionnels sont assez inquiets. Et moi, si j'étais trader sur le REX, si je tradais le Bund, si je tradais le REX, avec le Bund, le l'OAT, le 10 ans italien, le 10 ans français, tout ça, je me dirais que l'année 2023 risque d'être assez intéressante parce que le rallye de la dette européenne qu'on a eu là montre des signes d'essoufflement. Les projets de la Banque Centrale Européenne de réduire ses avoirs obligataires, ça va peser, ça risque de peser sur un marché aux prises avec en plus une inflation persistante et une offre record. Les signes de malaise parmi les investisseurs, ils se multiplient, avec, comme je vous le disais là à l'instant, des prises d'options put assez invraisemblables, assez énormes par rapport au call, pour se couvrir d'un sell-off sur le marché obligataire. Donc moi je serais vous, si vous tradez sur le REX, le Bund et tout ça, je serais content parce que je pense que ça risque d'être intéressant dans les semaines et les mois qui viennent. C'est pour ça que jeudi, là, la BCE, lors de la décision qu'il va y avoir jeudi de la BCE, ça va donner le ton au marché à l'approche de l'année 2023, et c'est pareil pour la Fed. Ça va donner le ton. Pour ce qui est de la BCE, on va en apprendre plus sur la manière dont elle va dénouer les 5 000 milliards d'euros ou 5 300 milliards d'euros d'obligations achetées dans le cadre de l'assouplissement du quantitative easing ces dernières années.
probablement, alors comment elle va faire pour commencer à ralentir tout ça? Comment elle va faire pour enclencher le quantitative tightening? C'est l'inverse du quantitative easing. On va voir dans leur discours, dans leurs propos, s'ils en parlent. On attend 2 autres hausses de taux de la BCE avant la mise en service de ce quantitative tightening en début d'année prochaine. On va voir comment ça va se dérouler tout ça. Ça risque d'être intéressant parce que si la Banque Centrale Européenne ne rachète plus le marché, ne rachète plus d'obligations, il va y avoir encore une offre qui va gonfler. Les investisseurs privés ils vont être obligés de digérer cette offre. L'année prochaine, en 2023, il va y avoir un grand nombre d'obligations d'État dans la zone euro. Et ça inquiète un petit peu tout le monde. Les stratèges de la Commerzbank, par exemple, ils prévoient que l'offre brute d'obligations allemandes, du Bund, va atteindre 270 milliards d'euros l'année prochaine. Un record dans les données jusqu'en 2010. C'est la première fois depuis 2010. Et compte tenu du poids de cette émission, les investisseurs pourraient commencer à exiger des rendements plus élevés, même de pays économiquement plus forts. On parle du Bund allemand, mais on peut parler aussi d'autres pays. Il faut surveiller les dettes européennes. Je vous dis, ça va être intéressant. Une frénésie d'obligations européennes de 500 milliards d'euros cherche de nouveaux acheteurs. Ça va. Comme la Banque Centrale Européenne ne va plus racheter tout ça, qui va les acheter? Et donc, il ne faut pas seulement regarder les obligations périphériques, espagnoles, italiennes, regardez aussi bien le Bund et le 10 ans français, et surtout le Bund. Je pense que ça peut être très intéressant. Le Bund peut redevenir très intéressant à trader. C'est pareil aux États-Unis. Les obligues, les taux, le 10 ans, le 30 ans, ça peut devenir très intéressant à nouveau. Bref, je voulais faire un petit mot par rapport à ça. Ça me paraissait important, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, comme je disais tout à l'heure, parce que je ne suis pas assez en forme. On en reparlera. On fera un point sur tout ça avant la reprise de 2023. Il y a un autre truc dont je voulais parler, que j'ai découvert, que je lisais dans un article, là. La Banque des règlements internationaux, la BRI, a soulevé cette semaine un autre problème sérieux. C'était le 5 décembre. C'est Bloomberg, c'est sorti sur Bloomberg, c'est Paul J. Davis sur Bloomberg, qui disait que 65 billions de dollars, donc 65 000 milliards de dollars, ce n'est pas un gros chiffre, c'est un chiffre énorme, à peine compréhensible. C'est plus de 21 fois, c'est plus de 2 fois et demi, la taille de l'ensemble du marché du trésor américain, le plus grand au monde. C'est 14% de la valeur de tous les actifs financiers du monde. C'est aussi la valeur de la dette. Alors, c'est quoi de quoi il parle? C'est la valeur de la dette cachée en dollars non enregistrée dans les bilans des banques non américaines et des banques parallèles en juin de cette année, également. Selon la BRI, ça a augmenté rapidement, ayant presque doublé depuis 2008. Le fait que la majeure partie de cette dette cachée soit due aux banques est un autre rappel des interconnexions toujours croissantes et opaques entre le système financier traditionnel et le secteur bancaire parallèle. Toute une série de mini-crises récentes ont montré que ces liens font partie des raisons pour lesquelles les banques centrales continuent d'être obligées d'intervenir et de stabiliser les marchés des obligations d'État et d'autres actifs lorsque les niveaux de stress augmentent. Mais s'ils décident de ne plus le faire, si les banques centrales décident de ne plus intervenir, ils ont arrêté leur quantitative easing. Et même, ils vont enclencher des quantitative tightening, notamment la BCE. Comment ils vont faire pour éviter, comme on dit là, pour continuer à stabiliser les marchés, des obligations surtout? Comment ils vont faire? Bon, à suivre. Tout ça, c'est très inquiétant, mais ça ne va pas forcément nous aider à faire un scalp. On est d'accord, mais moi je trouve ça intéressant. On va enlever tout ça et on va passer au graphique. Je pourrais continuer toute la journée à vous parler du contexte géopolitique, politico-monétaire, microéconomique. Je pourrais vraiment continuer toute la journée, mais pas aujourd'hui. Honnêtement, allez, je peux vous lire un dernier petit article pour résumer à peu près tout ce que j'ai dit. Pour la première fois depuis 1999, Wall Street prévoit une chute des marchés pour l'année prochaine. Les stratèges professionnels ont publié leur objectif de fin d'année 2023 pour le SP500 et le consensus est maussade.
le SPX se négociant près de 18 fois les prévisions de bénéfices par action de l'année prochaine, il est difficile de considérer les grandes capitalisations américaines comme une bonne affaire. Les obligations, bien que positivement corrélées aux actions, pourraient encore aider à surmonter la volatilité des actions à venir. Oui, mais le marché obligataire, c'est pareil. Je viens de vous l'expliquer, ça va être compliqué. Alors là, c'est la période de l'année à Wall Street. Toutes les perspectives macroéconomiques des vendeurs arrivent dans nos boîtes de réception. Les diverses recommandations de pondération sectorielle et les objectifs de prix de fin d'année du SP500 valent leur pesant de charbon, selon mon opinion cynique. Bien que je trouve la recherche sell-side très précieuse pour les graphiques et l'identification des risques importants, ma supposition est aussi bonne que la leur en ce qui concerne l'orientation des marchés dans les mois à venir. Ce qui est inhabituel cette fois-ci, c'est que pour la première fois depuis au moins 99, les prévisions moyennes des stratégistes concernant le SP500 pour la fin de l'année à venir sont négatives. D'habitude, regardez, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on a Wall Street, les stratégistes de Wall Street voient une année baissière pour l'année prochaine. C'est la première fois depuis longtemps. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Pourquoi les personnes les plus intelligentes du secteur prévoient des prix plus bas et non les rendements annuels habituels de 8 à 10%? Pour moi, avec le SP500 qui se négocie actuellement à environ 18 fois les bénéfices par action prévus pour 2023, et une possible contraction économique au premier semestre, une récession, on en vient toujours au problème de la récession, avec l'inflation qui augmente et tout ça, et la politique monétaire de la Fed qui n'agit pas, cette valorisation est abrupte. Pour être juste, au moment où les actions étaient au plus bas le 13 octobre, un multiple de 16 aurait pu sembler plus raisonnable. Les grandes capitalisations sont chères, les Smiths semblent encore bon marché. Mais, même à ce moment-là, avec des obligations d'entreprise de première qualité dont le rendement dépasse 5,8%, soit une hausse de plus de 350 points de base par rapport à l'année précédente, un PER de 16 ne semblait pas non plus très bon marché. Il est important de comprendre que le taux d'actualisation appliqué au taux futur des entreprises est souvent un coût moyen pondéré du capital qui inclut la dette, les actions et dans une moindre mesure le rendement des actions privilégiées. Dans de nombreux cas, le rendement des obligations d'entreprise de qualité est un bon indicateur de la part de la dette. Ainsi, selon les calculs de base, en actualisant les flux de trésorerie futurs, un ratio court bénéfice de 18 sur les grandes capitalisations américaines, avec des taux d'endettement des entreprises à moyen terme toujours supérieurs à 5%, le SP500 ne semble pas être une bonne affaire, à mes yeux. Ici du côté des US, au niveau des obligés. Bon alors, conclusion, bien qu'elle n'ait pas plus de valeur que votre estimation, que la nôtre, elle parle de nous, il se trouve que je suis d'accord avec les prévisions de Wall Street, c'est-à-dire les gens qui disent que l'année 2023 va être baissière. Il reste cependant des opportunités. Les obligations devraient offrir de meilleurs rendements. C'est vrai que si vous parlez rendement pur et dur, les rendements vont augmenter. Mais par contre, le prix des obligations va baisser. Donc, si nous assistons à la reprise habituelle des bénéfices en 2024, les 12 prochains mois devraient présenter quelques points d'entrée à long terme très attrayants. Mais par contre, à court terme, moi je pense aussi que 2023, en tous les cas le premier semestre 2023, ça risque d'être compliqué. Bon, vous voyez, on se trouve exactement en bas de balance. C'est-à-dire que ça fait 3 semaines, on va dire 3 semaines, qu'on est dans cette zone-là. Tiens, d'ailleurs, je vais vous tracer un volume profile. On est entre ce gros pic ici, qui est compris entre 4140 et 4160, ici, et celui-ci, là, il y a un pic ici, vers 3940, 3950, entre 3930 et 3950, on va dire, ici. D'accord? Et vous voyez que ça fait 3 semaines, on a une espèce de courbe de Gauss avec un POC, ici. D'accord? Et on est tout en bas de cette courbe, en termes de volume profile, ça fait ça. Hop, on a une belle courbe, avec le POC ici. Et on est tout en bas, on est au milieu de cette grosse distribution, et on est vraiment pas loin du POC de cette grosse distribution. Donc, on est plutôt
c'est logique. On est en attente du 14 décembre, c'est-à-dire du FOMC, du 14 et du 13, du CPI le 13, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 13, et du FOMC le 14, la semaine prochaine. On est en attente de ça. Ça fait 3 semaines. On a eu le discours de Powell pendant ces 3 semaines-là, qui a été interprété d'une certaine manière par les marchés. On est allé tout en haut, mais on est vite redescendu sur Terre. Là, on est redescendu tout en bas. On fait un coup en haut, un coup en bas. On est dans cette grande balance. Au niveau market profile, au niveau volume profile, vous voyez, on a vraiment des distributions tout en bas. Et on est dans cette distribution du bas, ici. Vraiment, on est en plein dedans. Donc, au niveau volume profile, on voit bien en plus qu'on est on travaille entre 2 pics. Okay, on travaille entre ce pic ici, comme je vous disais, et ce pic ici. On travaille dans cet espace-là, dans ce creux. Le volume profile est très clair. Donc, moi, je pense, en termes de volume profile et de stratégie, que dimanche, lundi, mardi, jusqu'au chiffre de l'inflation, on va rester dans cette zone-là. On va rester... Alors, on va regarder après plus précisément sur le market profile où on va ouvrir dimanche soir, mais, enfin tout à l'heure, oui, ce soir, à minuit. Mais on va rester dans cette zone de distribution, là, les 2 premiers jours, lundi, mardi, je pense, d'accord? On va faire de la zigzag là-dedans. Et après, ça va être data dépendant. Soit on va... Et ça, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, comment les marchés vont réagir. Mais il y a les bas de ces 3 semaines qui sont là, d'accord, et les hauts qui sont là. Ok? Il y a 50-50, ça va dépendre du FOMC, ça va dépendre du CPI. Soit on cassera les 3930, 3950, et on cassera même plus, on cassera même, on va dire, entre 3920 et 3940 ici. Soit on les casse et on rejoint 3880, le gros pic ici, 3870, 3880 assez rapidement. Et ensuite, on fait un petit peu de yo-yo et on rejoint les 3000 ici, ce deuxième pic ici, vers 3770. Ok? Et on se retrouverait ici. Alors, je me souviens plus ce que c'était ce jour-là. On a eu une grosse accélération à la hausse. Le point de départ de cette accélération à la hausse, je ne sais plus ce que c'était, si c'était un NFP ou je ne sais plus. On se retrouverait, on reviendrait à ce niveau-là. On reviendrait à ce niveau-là. Si vraiment la semaine est très très mauvaise, on pourrait même continuer à aller plus bas. Mais déjà, dans un premier temps, on casserait les bas hebdomadaires et on irait au premier pic ici vers 3870, 3880 et ensuite au deuxième ici vers 3770, 3760, d'accord, ce qui fait déjà un beau petit potentiel, parce que je vous rappelle qu'on va ouvrir ici vers les 3980, on va voir ça plus précisément tout à l'heure, donc ça fait quand même 200 points, hein. 800 ticks de baisse. C'est énorme. Ou alors, on va toujours en première partie de semaine, on va rester là-dedans. Et après l'inflation et une confirmation du FOMC, on va remonter. Et cette fois-ci, on fait notre rallye de fin d'année. On remonte vers les hauts hebdomadaires, vers 4115 là. On les casse, on prend appui, on reteste et hop, direction 4140, 4150, 4160. Ce qui paraît aussi énorme. Ça fait 140 points. On est à 3930 ici, par là, 3930. Ça fait 70 points jusqu'à 4000. Et après, ça fait encore 140 points pour aller à 4140. Ça fait 220 points. C'est énorme, ça fait plus de 800 ticks encore. Dans un sens comme dans l'autre, ça fait plus de 800 ticks.
Mais avec la semaine qu'on va avoir, j'ai du mal à imaginer qu'on reste. Est-ce qu'on va clôturer? Est-ce qu'on va faire une dernière semaine, une semaine comme on a la semaine prochaine, avec toutes les news qu'on a? Est-ce qu'on va rester dans cette zone-là encore pour une 4e semaine? J'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que moi, les objectifs que je vois, c'est celui-ci, 4140, 4150, 4160, ou celui-ci et celui-ci au sud, 3880, 3770. Et plus bas, il y a les 3500, qui est le responsive buying d'il y a un mois et demi. On va regarder ça. Vous voyez, quand on fait un petit zoom, donc on pourrait imaginer le scénario du début de semaine. Donc on va ouvrir par ici dimanche soir. On prend appui, on va chercher les bas hebdomadaires, on va chercher ce pic ici dimanche, lundi, et on fait une petite remontada jusque, donc on tape vers les 3915, entre 3915 3930, on fait une petite remontada jusqu'au 3950 ici, 3950, 3960. Et on balance ici encore lundi, mardi. Hop, on reste. À la limite, on remonte jusqu'à 3980. Et on redescend vers les 3960, 3950. Vous voyez, lundi, mardi, on reste là-dedans. D'accord? Et ensuite, suivant le CPI, mardi après-midi, et. Alors, déjà, avec le CPI, ça risque de bouger. Hein. Alors, on pourrait avoir. Donc, si l'inflation montre encore des signes très très forts, soit l'inflation va montrer des signes très très forts. Si l'inflation, si le CPI le mardi montre des signes de ralentissement, ça veut dire que la politique de la Fed commence à marcher. Ça veut dire que les marchés vont penser que la Fed va remonter ses taux uniquement de 0,50 points de base le lendemain et va commencer à penser à ralentir cette remontée de taux et peut-être même va penser à un fait pivot. Et le terminal rate en 2023, ce ne sera pas au-delà de 5%. Si l'inflation est moins forte que prévu, les marchés pourraient penser ça. Et donc, ça voudrait dire, si les taux s'arrêtent de monter, ça voudrait dire que c'est bon pour les indices. Les rendements vont redescendre, les rendements des obligations vont redescendre, ça sera bon pour les indices. Donc ça risque de remonter et de faire le scénario de la hausse. Si c'est confirmé le lendemain par le FOMC, on irait chercher les hauts hebdomadaires, les hauts de la semaine, là, qui sont à peu près ici, ici à peu près vers 4073, là. Et éventuellement, on pourrait aller vers les 4140, 4150, 4160. Maintenant, si l'inflation montre, et je ne sais pas, hein, parce que les marchés vont faire bien ce qu'ils vont vouloir, mais en tous les cas, si l'inflation montre des signes forts, qu'elle est toujours là, que la politique monétaire de la Fed n'est pas suffisante pour la faire descendre, ça veut dire que les marchés vont comprendre en cela que les taux vont continuer à être remontés, peut-être plus fort que prévu, que le terminal rate va être au-dessus de 5%, et on est quand même nombreux à penser que c'est possible, et alors là, ça veut dire que potentiellement on risque de casser les bas hebdomadaires de la semaine dernière, et on enclencherait le scénario baissier. Mais voilà, je ne pense pas, en tous les cas, voilà, dans un premier temps, je pense qu'on va balancer là-dedans pendant 48 heures, et ensuite on va enclencher soit le scénario haussier, soit le scénario baissier. Mais je ne vois pas un scénario balancé cette semaine. Ça va être très très data dépendant, ça va être super data dépendant. En plus, ça roule, je me répète, il y a l'OPEX vendredi, il y a aussi la BCE jeudi, ça va être très très chaud, mes amis. De faire un pronostic dans des conditions comme ça, c'est très très chaud.
tout ce qu'on peut faire, c'est regarder notre terrain, et quadriller notre terrain correctement, et ensuite on trade ce qu'on voit, on trade l'action des prix et les volumes qu'on voit, on intervient sur nos zones, et point barre. Alors, on va regarder le market profile. Voilà. Voilà la semaine qu'on vient d'avoir. Ok. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. J'ai laissé ce niveau-là que j'avais mis à 3912,25 la semaine dernière. C'est les bas de la semaine ici, d'accord? Et ça tombe bien parce que c'est également quasiment les bas de la semaine qu'on vient de passer. J'avais les bas de marché en fait. J'avais les bas hebdomadaires dans mon scénario, dans mes niveaux. On va le laisser ce 3912,25, d'accord? C'est un niveau assez important. C'est parce que c'est le bas de la semaine ici, de cette belle courbe de Gauss qu'on a eue là, la première semaine, qui a enclenché toutes ces 4 semaines de balance, quoi. Et d'ailleurs, si jamais je voulais le faire, et on va le faire, regardez, je vais merger les 4 derniers profils. Et vous allez voir, ça va être impressionnant. Hop, voilà ce que ça donne. Et c'est pas surprenant. On a, quand on rapproche les 4 dernières semaines, une magnifique courbe de Gauss entre ici les 3910, 3912 et ici les 4025. Avec un magnifique POC aux alentours des 3950, 3960. Exactement 3858,75. Donc, ça, c'est pour vous montrer que on est là-dedans depuis déjà un bon moment et qu'on va s'en extraire et ça va être grâce au CPI et grâce au FOMC. J'en suis persuadé. Quand on a mergé ces 4, on peut tirer des niveaux. Après avoir mergé ces 4 semaines, comme ça, on va tracer quelques niveaux. On va mettre, on va tracer, c'est pas un POC, mais c'est un peak market profile. Donc je vais mettre une ligne. On va tracer ce niveau-là. Ici. Il y a un plongeoir ici qui me paraît très intéressant. Ici, à 4000, aux alentours des 4040, 4042. J'en ai un autre ici, qui correspond au haut de la semaine précédente. Là. Et c'est le mid de la semaine, c'est le mid des 4 dernières semaines. Donc ici, pareil. Vers 4008, 4009, on se met, je vais marquer les niveaux après, on se met un trait. Ici, c'est le POC de ces 4 semaines, donc très intéressant, vers 3958,75. Voilà. Et en haut, on a les hauts. Donc je vais marquer, déjà rien que ça, on va déjà marquer tout ça. On va marquer les niveaux, pour que vous les voyez, label, price. Donc là, les hauts, c'est vers 4909. Ici, là, celui-ci, là, le pic TPO, là, il est vers 4041,50. Celui-ci, il est vers 4008,25 et celui-ci c'est 3958,75. Les bas sont vers 3912,25 et les hauts vers 4109,50. Ok, ça c'est un POC TPO que j'ai tracé. En fait, c'est le POC de la semaine précédente. On va démerger tout maintenant. On va faire un reset. On va remettre tout normal. Voilà. Mais je voulais tracer des niveaux correspondant à ces 4 semaines qui forment une belle courbe de Gauss. Et vous voyez donc ce POC TPO, là, c'est le POC il y a 15 jours, ici, qui est très important parce que c'est l'endroit qui nous a empêché de monter dimanche dernier. C'est l'endroit qu'on s'est cogné, les 4078, et ensuite on est
voyez, il y a eu une responsive selling. Vous voyez ici, cette pointe-là, dans le market profile TPO, c'est une petite balance qu'on a eue avant la descente. Je vous montre. Voilà, cette petite balance-là, qu'on a eue avant la descente, c'est sous le POC TPO à 4078. C'est un niveau extrêmement important parce que si on remonte au nord, il faudra s'affranchir de ces 4078 et des hauts hebdomadaires de la semaine qu'on vient de passer, qui sont à côté, hein, juste en dessous. Si on veut aller plus haut, si on veut aller à 4109 et si on veut aller à 4140. 4140, 4160. D'ailleurs, on pourrait marquer également ce pic TPO ici. On va se mettre une ligne parce que c'est un gros plongeoir et c'est quelque chose qu'il faut surveiller quand on y arrive. Si en tant que scalper, plus on a des niveaux pertinents, mieux c'est. Et même en tant que swinger, parce que c'est le chemin de la moindre résistance qui est important. Donc il faut savoir où sont les points mûrs. Voilà, donc vers 4070.25, là il y a un point mûr. Ok. Alors, au niveau scénario, je vous l'ai dit hein, sur le graphique du market profile, moi ce que je vois. Alors attendez, j'ai pas fini de tracer mes zones et mes niveaux. Là j'ai tracé des niveaux, maintenant je vais tracer une zone, je pense que vous avez compris laquelle je vais vous mettre. C'est celle-là. Évidemment. Pour moi, cette zone de valeur avec la zone intermédiaire au milieu est ultra importante. Ici, vous avez un espèce de petit plongeoir que je vais noter aussi. Hop, qui se trouve à... Notez bien tous mes niveaux parce que vous avez vu, c'est pertinent. Hein, 3975. Et ma zone de valeur là, que j'ai tracée, elle se trouve, c'est la zone de balance du bas, la balance du bas, là, entre 3971,50 et 3931,50. D'accord? C'est une zone extrêmement importante. En haut, on n'a pas travaillé. Il y a une zone de valeur ici qu'on n'a pas réussi à atteindre parce qu'on s'est buté le POC à 4078. Mais elle est toujours là et elle est toujours importante. C'est un objectif au cas où on prendrait la direction du nord, mais c'est aussi une zone qui va ralentir les prix si on veut aller plus haut. Donc notez bien, entre 4065.75 et 4096.50, là, il y a une zone de distribution avec une zone intermédiaire plutôt vers les 4082 et le POC TPO qui est vers 4078. Voilà, c'est une zone de balance, une zone de distribution extrêmement importante. Et vous voyez que c'est en dessous la première moitié que dimanche dernier, on s'est arrêté et qu'on est redescendu. Donc c'est important. Si on y revient, c'est une zone extrêmement importante dont on doit s'affranchir si on veut continuer le nord. Voilà, au niveau des zones et des niveaux, je pense qu'on est bon. Dans la zone où on va ouvrir, alors on va ouvrir dimanche soir en bas. D'accord? On est d'accord qu'on va ouvrir ici dimanche soir. Ok? Donc, je vous montre les niveaux que j'avais tracés, c'est toujours les mêmes. Au sud, il y a 3866.25 ici. Ici, il y a cette zone d'achat entre 3787,25 et 3795,25 qui me paraît très pertinente. En dessous, il y a une zone de distribution que j'avais notée entre 3777 et 3746,75 avec le POC TPO à 3763,50 et la zone intermédiaire de la zone de distribution qui est juste en dessous à 3760 à peu près. Et un peu plus bas, on va marquer ce POC TPO vierge à 3694,50. Hop.
Je trouve qu'on a fait du boulot là-dedans, là. Mais ici, non. Mais comme on l'a bossé ici, je ne sais pas si, quand on va y revenir, si on y revient, on va s'arrêter beaucoup. Parce que comme on l'a déjà fait du boulot, en fait, on risque de ne pas s'arrêter on risque d'y passer rapidement, si vous voulez, dans cette zone. Pour moi, c'est pas une zone à marquer parce qu'on risque d'aller. Si c'est le sud qui est choisi, c'est pas une zone qui va. Si on n'avait pas bossé, si on n'avait pas fait ce boulot-là, je me serais dit, bon, on va descendre, mais on va travailler un peu avant de continuer. Mais là, comme on a déjà bossé, si jamais on choisit le sud, je pense qu'on va passer très vite. Et on va aller très très vite à la distribution qu'il y a. Vous voyez ce que je veux dire? Cette distribution-là, si on choisit le sud, je pense qu'on va y aller très vite. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de s'arrêter, on a déjà bossé. Donc, la zone de distribution ici, plus cette zone d'achat là, on va y aller très vite, je pense. Et je vais le mettre en développé, ce truc-là, pour essayer de trouver... Ouais, il y a des queues cachées, là, ici, ici. Il y a la cassure ici, bon, je l'ai noté, hein, les 3866,25, c'est extrêmement important comme niveau. Ici, il y a une queue cachée, ici aussi, ici aussi. On va se mettre une petite zone ici. Il y a pas mal de queues cachées. Voilà. Voilà. C'est des points, regardez, qui ont bien réagi là, une fois, deux fois, trois fois, ici. Donc, j'ai mis une zone. J'ai mis une zone. Vous voyez, c'est à l'orée de la balance. On va l'étendre des deux côtés. Voilà, celle-ci aussi, on va l'étendre des deux côtés. Pour que ça soit bien clair dans votre tête. Voilà, donc au sud, voilà mes niveaux. Donc la zone que je viens de marquer, elle est entre 3844 et 3856,50. Et puis les autres, je me les évite. Hein. Et puis, évidemment, si on va plus bas, il y a le fameux responsive buying qu'on a eu vers les 3500, là, tout en bas. Mais ça, on n'y est pas. De toute façon, si le sud est choisi et qu'on va jusque-là, ça voudra dire qu'on aura eu un sell-off tellement énorme, que ce sera tellement évident qu'il n'y aura pas de question à se poser, ça défoncera tout. Non, non, soyons quand même raisonnables, restons... Voilà, je pense que déjà, on a pas mal de niveaux au sud. Et au nord, donc dans la zone, là, je vous les ai montrés, et au nord, c'est les mêmes. Hein. Pareil, je vous en ai mis un à 4166,25. Moi, mon objectif, vous avez vu sur le market profile, c'est entre 4100, sur le volume profile, c'est entre 4140 et 4160, 4150 en moyenne. Il y a un niveau là à 4166 et une zone de vente entre 4166 et 4175 à peu près. Mais c'est mon objectif. Alors après, on est tout en bas, n'oubliez pas, on va ouvrir ici, hein, on va ouvrir vers les 3930. Alors avant d'aller à 4150, attention, hein, il va falloir s'affranchir des hauts de la semaine dernière, de cette zone de distribution ici, des hauts d'il y a 15 jours. Donc attention, mais ça va dépendre des news. Ça peut très bien le faire très vite, mais ça va dépendre des news. Donc, si on arrive à ce premier niveau ici, on sera déjà content, je peux vous le garantir. Mais avant d'y arriver, il faudra s'affranchir de toute cette zone et de tous ces niveaux qu'on a sur le chemin. Plus d'autres que je ne vous donne pas ici, les single print, les machins, mais les niveaux qu'on met à jour tous les jours, on a tradé, et voilà, là c'est une revue hebdomadaire. Déjà, avec ce quadrillage de terrain-là, et de la patience, et les scénarios, vous avez suffisant pour travailler, si vous êtes patient. Donc, niveau scénario, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas 36, pour moi. Après, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse.
Il y a le premier. On ouvre dimanche, par ici donc. On va chercher les bas hebdomadaires. On remonte dans la distribution ici entre 3930 et 3980. Lundi, mardi matin, mardi après-midi jusqu'à 14h30, on s'amuse là-dedans. Je peux éventuellement envisager que il vendrait jusqu'à le CPI, mais je ne pense pas qu'on irait plus loin que les 3867 ici, 3866,25 qui est le POC TPO ici, ou ma petite zone d'achat en dessous. Ça serait le maximum, d'accord? Donc voilà, dimanche, lundi, mardi matin et début d'après-midi, soit on reste pendant 2 jours, pendant 1 jour et demi, 2 jours, soit on reste dans la distribution du bas comme ça, soit on va chercher quelques acheteurs un petit peu plus bas. Et c'est à partir de mardi après-midi 14h30 que soit on confirme le scénario baissier, soit on se reprend, on revient dans la distribution ici, si on a été jusque-là, soit on se reprend à partir d'ici, et on va au nord en jouant au ping-pong sur mon quadrillage. Et on va à la distribution du haut, ici, vers les 4080. Première étape. Ensuite, avec le FOMC et la BCE, on peut très bien continuer, s'affranchir des 4109 là, et aller à 4140. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Dimanche, on ouvre ici. On tergiverse pendant 1 jour et demi, 2 jours ici. Ou on va chercher quelques acheteurs vers les 3912, éventuellement 3867. D'accord. Et à partir du CPI et du FOMC, il y a 2 scénarios possibles. La hausse ou la continuation baissière. Première partie de semaine, on balance entre les 3930 et les 3980. Voire, on va chercher des acheteurs à 3910, 3912, au pire vers 3866, 3867, 3870. Mais après, on se reprend avec le CPI et le FOMC. C'est soit on reste là dans la distribution ici, soit on va chercher des acheteurs un petit peu plus bas et on se reprend en deuxième partie de semaine. Soit la deuxième partie de semaine est catastrophique et on continue la baisse. Direction 3750, 3650, 3750. Alors d'abord 3850, ensuite 3700, 3750, pardon, 3700, 3650, jusqu'où ça peut s'arrêter. En tous les cas, mon premier objectif, si on baisse, ça serait cette distribution ici, entre 3745 et 3777. Ça serait mon objectif. Le POC étant à 3763,75. Ça serait mon objectif baissier si on partait en sell-off. Ça serait mon premier objectif ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas aller plus bas. Et si on part au nord, mon premier objectif, c'est les hauts hebdomadaires vers les 4070, 4072, le POC à 4078 ici. Et après, advienne que pourra, si les news sont vraiment favorables, on peut péter les 4080 et se retrouver à 4140, 4150, 4160. Mais là, il va falloir du fuel. Il va falloir du fuel. Ça va pas se faire comme ça. Hein. De toute façon, les choses sont assez claires.
Il y a une belle distribution ici qui va aimanter les prix en début de semaine. Et après, suivant les news, c'est sell-off ou bid-up. Avec au nord un objectif aux alentours des 4080 en premier objectif, puis 4140. Et au sud, un objectif plutôt vers les 3850 au début, ici. Et ensuite, second objectif très ambitieux, 3750, la distribution autour des 3750 ici. Dans les deux cas, je vois une semaine, qu'elle soit haussière ou baissière, avec un fort potentiel, je vous le disais tout à l'heure, 800 ticks de potentiel. Je l'espère en tous les cas, de tout mon cœur. À la hausse ou à la baisse, peu importe, mais je vois 200 points de potentiel. Je vois 200 points de potentiel, j'espère que ça va être le cas. Je n'ai pas la science infuse, j'espère que ça va être le cas. Allez, bisous les amis, ciao.